expérience parce qu'il est maintenant très clair qu'ils sont en train de justifier, rationaliser et légitimer des impacts vraiment horribles. Il y a des impacts supplémentaires sur notre environnement, mais ils résument une technique de vente, la stratégie de mise en œuvre et de contrôle, parallèlement à la stratégie de financement. Après San Diego, j'étais choqué par les programmes proposés. Dès le premier soir, j'ai décidé d'écrire dessus et j'ai envoyé l'article à une publication en ligne. Quand je me suis levé le matin, ma boîte email était submergée de réponses du monde entier. Pourquoi ? Parce que j'avais révélé le rôle de l'aluminium pour la géo-ingénierie, dont je n'avais jamais entendu parler et je n'étais pas le seul apparemment. Ce métal, l'aluminium, se trouve dans des quantités massives, bien au-delà des niveaux normaux, dans la pluie, les sols et la neige. J'ai reçu des appels en masse. Des gens attendaient désespérément que quelqu'un enquête là-dessus. Ce fut le moteur pour la création de ce film. Avant de commencer, nous avions eu l'opportunité de nous entretenir avec un de nos auteurs favoris pour découvrir ce qu'il connaissait sur le sujet, J. Edward Griffin. J'aimerais parler d'un sujet qui reçoit de plus en plus d'attention. C'est le sujet que les scientifiques appellent géo-ingénierie stratosphérique par aérosol, aussi appelée chemtrails. La fameuse controverse, traînée de condensation contre traînée chimique chemtrails. Pour moi, c'est déjà tout vu. J'habitais près de l'aéroport de Los Angeles et j'ai vu le développement des voyages en avion. Je me rappelle des premiers jets qui atterrissaient et faisaient beaucoup de bruit. On n'avait jamais entendu ce genre de bruit. Nous allions nous installer au bout de la piste pour regarder les jets arriver et décoller. C'était une expérience nouvelle. J'ai regardé les avions toute ma vie. Je connais les traînées d'avions, j'en ai assez observé. C'est de la vapeur d'eau, des cristaux de glace. Ils stagnent quelques minutes dans l'atmosphère, puis s'évaporent et disparaissent. L'avion passe, suivi de près par la traînée de condensation, environ 10 ou 20 fois la longueur de l'avion, et ça part en quelques minutes. De nos jours, on en voit encore, de temps en temps. Ah tiens, une traînée de condensation. Les chemtrails chimiques, ce n'est absolument pas le même phénomène. Ces avions passent, ils génèrent cette fumée blanche qui recouvre le ciel d'un horizon à l'autre, et ça ne se dissipe pas du tout. Les avions s'entrecroisent, et vous voyez cette chose recouvrir le ciel. Ça devient laiteux. Il paraît que les gens ont du mal à respirer. De plus en plus souvent, on entend parler de ces dépôts d'aluminium et de barium. Un gars ouvert d'esprit qui rassemble tout ça ne peut en arriver à une autre conclusion. Quelqu'un dépense beaucoup d'argent et d'efforts pour asperger la planète. La question est pourquoi ? J'ai mes propres théories, mais j'espère que de bons journalistes d'investigation iront chercher les réponses. Je sais qu'on les découvrira tôt ou tard. Ces gens à la tête du projet diront sans aucun doute quelque chose du genre « On l'a fait pour vous les amis. C'est pour l'intérêt du plus grand nombre, c'est pour la société. » Ils évoqueront que c'est pour empêcher le réchauffement climatique ou pour inoculer un vaccin contre une attaque terroriste biologique. On ne peut pas vacciner tout le monde dans le bras, mais on peut asperger et sauver les vies. Vous voyez comme on est altruiste. Nous faisons le bien de la société. Quoi que cela puisse être, ils diront que c'était pour notre bien. Pensez à ceci. Si on pouvait contrôler des ouragans et qu'un ouragan s'apprête à frapper la Nouvelle-Orléans, et disons qu'on puisse le diriger pour atteindre le Mississippi. Disons qu'il faille tuer 18 habitants du Mississippi pour sauver 1800 habitants de la Nouvelle-Orléans. Si vous contrôlez la machine climatique et faites ça en pleine connaissance de cause, allez-vous tuer cette vingtaine de personnes? Il y a toutes sortes de questions d'équité ici. Nous pourrions également être au contrôle et avoir tort, et si on n'approfondit pas assez nos calculs, peut-être qu'on va intensifier Katrina et tuer beaucoup plus de personnes. La bonne question serait, peut-on avoir assez confiance en soi pour risquer de porter préjudice à des gens qui n'auraient pas été atteints sans notre intervention?
et sous prétexte de sauver plus de gens. Ils aspergent les chemtrails, principalement dans les pays de l'OTAN. J'en ai vu aux États-Unis, en Angleterre, en Écosse, au Canada. Des Français me l'ont signalé. Il y a un groupement politique international, une telle ampleur. Ce phénomène n'est pas seulement américain, c'est international. Celui qui veut enquêter doit prendre en considération qu'il s'apprête à trouver une élite et un motif politique. Mais ce n'est pas dans l'intérêt général, à mon humble avis. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous allons bientôt trouver. Suivez la piste de l'argent, vous trouvez la réponse. Je suis sûr que si on suit ce vieux conseil, tôt ou tard, on y arrivera. Nous avons vite compris que nous partagions le besoin de diffuser cette même information. Il fallait faire savoir aux gens ce qui se passe, et Ed m'a offert son aide, car il est très passionné sur le sujet. Le budget va être bouclé. Il va falloir attaquer le travail. Les réponses ne tomberont pas du ciel. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous ne faisons que poser des questions, et il faudra rester prudent avec les réponses. C'est juste une action citoyenne honnête. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas ça et n'en entendent pas parler? On ne leur présente pas les faits. Nous avons beaucoup de chance, pas vrai? Regardez cette opportunité devant nous. Une opportunité. Il y a un défi, et je sais qu'il va donc y avoir une bataille et un combat. Mais au fait, qu'est-ce qu'on fout là? J'ai vu le ciel rempli de lignes croisées, des chemtrails. Étais-je à Los Angeles ou bien sur la route, je ne sais plus. Mais une fois, j'ai regardé en l'air et je me suis dit, mais regarde-moi ça, ce ne sont pas les couloirs aériens. Au-dessus de la ville, il y avait un grillage de nuages blancs laiteux, parfaitement ordonné, et je n'en croyais pas mes yeux. Maintenant, ça semble évident, avec toutes les preuves des analyses des sols, l'augmentation d'aluminium, de barium et de strontium. La personne moyenne qui se renseignera sur les plans des géo-ingénieurs prendra une sacrée claque. C'est un moment très délicat pour les tenants du pouvoir, lorsqu'ils prennent une opération cachée, comme le programme d'aérosol stratosphérique, chemtrails, projet Icarus, le nom change avec le temps. Et ils camouflent ça en bouclier scientifique de géo-ingénierie, réfléchissant la lumière solaire, permettant le contrôle du réchauffement climatique qui nous dépasse. Donc, en ce moment, le ventre de la bête est juste au-dessus de nous et sans armure. Que vous croyez aux chemtrails ou non, la géo-ingénierie devrait être suffisamment effrayante pour se poser tout de même des questions. Quand les gens découvriront la géo-ingénierie, les chemtrails deviendront évidents parce que c'est la même chose. Vous parlez d'une conspiration mondiale ici. Les géo-ingénieurs proposent de faire ça à un niveau mondial. Monterey, en Californie. C'est la deuxième étape. Nous allons voir ce que nous allons trouver dans le nord de la Californie. Ici, la maison de Dane Wigington. Il possède plus de 500 hectares, surplombant le lac Shasta. Il m'a parlé des problèmes auxquels ils sont confrontés ici. Allons parler à Dane. Nous verrons ce qui se passe dans sa propriété, ainsi que les actions qui doivent être entreprises. J'ai consacré ma vie à l'énergie. Dans les années 80, j'ai travaillé dans la première centrale solaire américaine. Ma maison a fait la couverture du plus grand magazine sur l'énergie renouvelable. Mon but a été d'alerter le public qu'il y a une montagne de matériaux toxiques qui nous tombent dessus. Point barre. Il y a 5 ans, notre ciel était typiquement bleu. Regardez maintenant, c'est couvert de lignes, de brumes. Aucun de ces nuages n'est naturel. Pour la grande majorité de ce qu'on voit là, ce sont des résidus des traînées d'avions qui se dissipent très lentement et se forment en nuages artificiels. Le ciel a un aspect sale. Ce n'est pas le ciel bleu ni les nuages blancs que nous avions il y a seulement quelques années.
On dirait une sorte d'activité industrielle massive ou un feu de forêt. Le soir, on le voit très bien. Au niveau du sol, la clarté diminue de façon importante. En temps normal, ce phénomène est inexistant, sauf les jours où les avions aspergent ces longues traînées. Celles-ci se répandent, recouvrent l'intégralité du ciel et, certains jours, on peut les voir tomber verticalement comme un léger voile. On présume que ces particules finissent par tomber. Nous avons beaucoup de tests qui montrent des niveaux élevés d'aluminium et autres particules. Ces niveaux dépassent des milliers de fois les limites gouvernementales. Donc, nous ne parlons pas d'exposition à un niveau légèrement supérieur à la normale, on parle ici de toxicité extrême. Regardez le côté du mont Shasta. Dans le nord de la Californie, on le considère comme une sorte de repère. Il était une grande source d'eau pure. Les relevés qu'on a effectués sur cette montagne ont révélé 61 000 parts par milliard. Ils pensent que c'est de la neige ordinaire et les gens boivent ça quand ils partent en randonnée sur la montagne. Souvenez-vous, l'intervention du gouvernement est requise à partir de 1000 parts. Et là, c'est 61 fois au-dessus de la limite. Des citoyens boivent cette eau empoisonnée. Le relevé effectué au sommet du mont Shasta révèle un taux de baryum de 83 pour 1000 et un niveau de strontium de 383 pour 1000. Donc cet été, en gros, les alpinistes vont aller là-haut et boiront du poison. Qui voudrait boire 61 000 microgrammes d'aluminium par litre? En plus de cela, depuis 5 ans dans cette région, on remarque une nette augmentation du niveau de pH des sols. 10 à 12 fois le niveau d'il y a 5 ans. Ce n'est pas de la spéculation. On peut prouver de façon exhaustive que ces métaux lourds sont présents dans l'eau de pluie. Nous avons des échantillons en double. J'ai passé mon diplôme de sciences forestières à l'École internationale des forêts. J'ai une maîtrise en zoologie, spécialité aquatique. J'ai passé 35 ans à étudier la vie sauvage en tant que biologiste dans le service forestier américain. J'ai travaillé pendant plusieurs années au service de conservation des sols du ministère de l'Agriculture. Au jour d'aujourd'hui, je m'occupe des programmes botaniques et pâtures en tant que maître jardinier consultant. Quand j'ai commencé ce jardin en 2005 environ, le pH s'élevait à 5,5 voire 5,6. Voici l'ancienne étude du sol du comté. Vous pouvez regarder, c'est mon terrain ici, parcelles 125 et 126. Et là, le niveau de pH, entre 4,5 et 6,8 en pleine humidité. Qu'est-ce que ça occasionne aux plantes et à l'écosystème? Prenez la terre dans vos mains et regardez les petites choses qui grouillent dans le sol. Il y a de moins en moins d'insectes microscopiques. Ces petites poussières mobiles n'ont pas totalement disparu, mais ce sera bientôt le cas. Regardez les glands de chêne noir. Regardez ces morceaux de cèdre. On pourrait y trouver une légère acidité, mais c'est 10 fois plus élevé que prévu. Il y a quelque chose qui cloche ici. Vous pouvez jeter un œil